Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Le 10 avril, les Français ont voté. Sur les 12 candidats en lice, les deux qui ont recueilli le plus de suffrages sont le sortant Emmanuel Macron et la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen. Mais les Français, cette année, ont voté d'une manière assez particulière puisque, au-delà des deux vainqueurs, ce sont trois candidats qui se sont accaparés environ 3/4 des suffrages. Jean-Luc Mélenchon a ainsi dépassé la barre des 20%, ratant la marche vers l'Élysée de quelques centaines de milliers de voix seulement. Et depuis le 10 avril, c'est à une campagne donc musclée, crispée qu'on a droit, chacun des deux candidats exprimant avec virulence le rejet de l'autre. Et c'est tantôt tout sauf Macron et tantôt tout sauf Le Pen, chacun ses arguments. Mais cette fois, contrairement à 2002 et même à 2017, quand un candidat d'extrême droite était au second tour, Marine Le Pen a réellement ses chances d'accéder à l'Élysée. Cette campagne se déroule donc acharnée, alors même que la France préside l'Union européenne avec ses défis et ses incertitudes, et sur fond de guerre en Ukraine, qui sera notre second thème de débat. Où en est donc cette guerre? Que veut Poutine? Qu'attendent les Occidentaux, l'Europe en particulier, alors même qu'une crise énergétique est prévisible, et plus grave encore, une crise alimentaire? Que changera l'élection française dans cette Europe en déconstruction, reconstruction, suite à la rupture avec la Russie, au réarmement de l'Allemagne, à la position américaine et d'autres choses? Nous répondrons donc à ces questions et d'autres encore avec nos deux invités. Hassan Alaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Majid Garab, bonjour. Bonjour. Vous êtes député majorité présidentielle, député sortant bien sûr, puisqu'il y a des élections législatives dans un mois. Vous êtes de la majorité présidentielle, vous êtes député de la 9e circonscription des Français à l'étranger et vous intervenez de Paris, à partir de Paris, par la technologie Zoom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on commence donc par notre premier axe, la présidentielle en France. Après une campagne électorale anesthésiée par la guerre en Ukraine, la France a voté, donc, et les résultats sont très atypiques, avec trois grands pôles distincts, exclusifs les uns des autres, qui se dégagent. Alors, question groupée, je commence par vous, Majid Garab. Votre analyse des résultats du premier tour, assez particulier, vous en conviendrez. Analyse effectivement particulière, à laquelle je pense que peu, finalement, avaient, imaginé les événements comme se déroulant ainsi. Effectivement, trois pôles, c'est ce que vous avez dit, effondrement des grands partis traditionnels, avec finalement l'achèvement de ce qui avait été commencé en 2017, c'est-à-dire les deux grands partis qui tenaient la France depuis 40 ans se sont complètement effondrés, et avec l'émergence de deux extrêmes, un d'extrême gauche, un d'extrême droite. Et aujourd'hui, quand on additionne les extrêmes droites, c'est-à-dire Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Madame Le Pen, avec une extrême droite très haute et plutôt une gauche plutôt radicale, mais moins évidente, disons. En tout cas, avec un bloc central très fort, incarné par le président de la République. Et depuis 40 ans, c'est la première fois qu'un président de la République sortant se présente à sa réélection et réélu sans cohabitation. C'est la première fois que ça se produit. Et effectivement, je n'ai pas compris. Comment sans cohabitation? La plupart, quand Chirac est réélu en 2002 à sa propre élection, c'est parce qu'il y avait une cohabitation avec Lionel Jospin, et on a vu l'émergence là aussi du Front National. Quand François Mitterrand est réélu, c'est parce qu'il sort d'une période de cohabitation. Et le reste, il n'y a pas eu de réélection. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Donc il y avait une coïncidence entre les deux élections, présidentielles et législatives. C'était fait aussi un peu pour ça, non? Non, c'est parce que en gros, pour qu'un président de la République, dans la Ve République, soit réélu quand il se présente, si il est au gouvernement, c'est-à-dire que si il a la majorité gouvernementale, l'histoire nous a montré que c'était pas possible. Hollande, Sarkozy récemment, on le voit, quand ils se représentent, s'il n'y a pas de cohabitation, c'est très compliqué pour eux. Et effectivement, comme on a joint les élections législatives et présidentielles, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Et là, le président de la République a bénéficié de la même élection que Hollande et Sarkozy, mais pourtant, il sort très largement en tête. Et aujourd'hui, avec, je vous disais, un bloc central dans la vie politique française incarné par Emmanuel Macron.
C'est quand même 75% à peu près des voix pour 3 candidats seulement. Et tous les autres, c'est-à-dire les 9 autres candidats, se partageant les 25%. Et si on enlève Éric Zemmour, se partageant les 17%. Ça fait pas beaucoup. Hassan Alaoui, votre analyse? La mienne, moi je voudrais simplement d'abord rappeler un phénomène extraordinaire, c'est que pour la première fois, la France a vu défiler 12 candidats, ce qui n'a jamais été le cas pendant des années, depuis franchement la naissance de la Ve République par le général de Gaulle en 1958. Aujourd'hui, donc, c'est un phénomène qui a été noté, ce qui suppose évidemment une diffraction des voix, n'est-ce pas, cet éclatement auquel on assiste. Et ce phénomène de report, de non-report, de débat, d'abord un débat qui n'a jamais existé parce que Macron n'a pas pu parler, et pour cause, il est le président de l'Union européenne, il s'est occupé davantage jusqu'à la limite pratiquement du dossier de l'Ukraine. Et donc, on a été privé de débat, et on a vu par contre j'allais dire, cet enthousiasme des candidats, aussi contradictoire que presque d'accord sur un point, c'est évidemment qu'il fallait arrêter, comme ils disent, la droite ou l'extrême droite, mais en même temps, n'est-ce pas, assister à un phénomène qui est extraordinaire, qui est la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour la troisième fois, l'extrême droite, donc incarnée par la famille Le Pen, par Marine Le Pen, participe pour la troisième fois aux élections. On ne sait pas. Deuxième consécutif. N'est-ce pas? On ne sait pas maintenant le résultat qui va en sortir. Mais on peut imaginer, vu en analysant un petit peu les réactions et les craintes exprimées ici et là, on peut imaginer que peut-être, si elle totalise, si elle prend seulement 11, la moitié de l'électorat de Mélenchon, elle peut passer. Elle risque de passer. Ça veut dire que le bloc de l'extrême droite est pratiquement aux portes. Ce n'est pas interdit de le dire, est aux portes du palais, comme on dit. Donc, l'analyse qui consiste à réagir un petit peu sereinement, c'est là. C'est qu'aujourd'hui, rien n'est sûr, ou tout est moins sûr, comme on a l'habitude de le dire. Alors, juste un rappel, en 2002, quand vous en parliez, quand vous avez évoqué 2002 avec Chirac, Gilles Grab, c'était à peu près 80-20 de mémoire au deuxième tour. En 2017, c'était 65-35. Là, on est en train de parler de 52-48 en faveur du président sortant, mais rien n'est sûr. Autre chose qu'on aurait pu relever, c'est Hassan Alaoui, c'est sur les 12 candidats en liste dont vous avez parlé. Marine Le Pen n'avait pas eu ses parrainages de 500 signatures, si je me souviens bien. Oui, mais ça, c'est presque marginal, ça. Ce qui compte maintenant, c'est le processus. Enfin bon, c'est passé. Alors, on va entrer dans le détail, Gilles Grab, si vous voulez bien. Donc, Emmanuel Macron a recueilli 27,85% et Marine Le Pen 23,15%. Si on entre dans le détail, c'est quoi les réserves de voix? Si on ajoute bien sûr celles de l'extrême droite, si on les additionne, on est sur du 32-33. Et quelles sont les réserves de voix pour l'une et l'autre? Ou l'un et l'autre? Moi, à titre personnel, M. Boussetta, et d'ailleurs, je tiens à saluer Hassan, M. Alaoui, et je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ces analyses sont toujours d'une extrême finesse et très, très justes. C'est un bon connaisseur de la France, oui. Un très grand connaisseur de la politique française. Mais les extrêmes sont aujourd'hui clairement aux portes du pouvoir. Pourquoi? Parce que là, on peut faire des calculs simples, comme vous avez fait en additionnant les extrêmes. Aujourd'hui, les extrêmes sont majoritaires dans notre pays. Ils sont à plus de 50%, voilà, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc, peu importe. Un extrême, pour moi, ça reste un extrême. Quelqu'un qui est radical, qui ne veut pas, qui veut sortir de l'Europe, ou qui est dans des positions un petit peu aberrantes comme celles qui sont portées par les extrêmes. Nous, aujourd'hui, on regarde ça avec beaucoup d'inquiétude. On se dit, mais enfin, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce qu'un pays, on l'a vu dans d'autres pays voisins, on l'a vu aux États-Unis, on a vu qu'aujourd'hui, la montée des identitaires, la montée des nationalismes, etc., elle peut submerger même les pays les plus rationnels et les plus raisonnables. Donc aujourd'hui, est-ce que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir? Je rejoins totalement ce que Hassan Alaoui a dit. Elle est aux portes du pouvoir. Vous avez fait la montée des extrêmes depuis 2002, mais quand on regarde même dans le discours politique, il suffit juste d'allumer sa télé en France et vous allez entendre
des choses exceptionnelles qu'on n'aurait jamais entendues, extraordinaires dans le sens terrible du terme, c'est-à-dire ça fait peur. On entend des discours islamophobes très durs, anti-immigration très durs, parfois même anti-Europe très très durs. Donc ça, c'est des choses qu'il y a encore 20 ans, on n'aurait jamais imaginé entendre, avec un fond de haine, de racisme, anti-immigré, etc. Donc aujourd'hui, c'est toute cette ambiance-là qui fait que effectivement, comment dire, il faut un sursaut républicain. Il faut que nos concitoyens comprennent que le match n'est pas joué et qu'il faut se mobiliser parce que le second tour n'est pas du tout acquis. Et pour le président sortant, quelles sont ses réserves sur lesquelles il peut compter ? Nous, je pense que réfléchir de cette manière-là serait, à mon avis, une erreur politiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas additionner des gens qui ont voté au premier tour avec potentiellement des gens qui pourraient voter ou ne pas voter pour vous au second tour. Je pense que c'est une nouvelle élection. Le second tour en France, et c'est les institutions du général de Gaulle, comme vous l'avez rappelé, c'est une nouvelle élection qui se pose. Aujourd'hui, on a 2 finalistes qui sortent, donc il y a 2 projets de société. Et encore, moi, j'ose même pas parler de projet de société pour le Rassemblement national, mais disons une posture et un projet de société. Et là, on va poser ça devant nos concitoyens en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour les 5 prochaines années ? On va pas commencer à dire, on va envoyer un signal à Mélenchon, on va envoyer un signal au PS, on va envoyer un signal au Vert, on va envoyer un signal au LR. Non. Le projet du président de la République, depuis 5 ans, il le porte, il le met en place, il a un bilan, il arrive maintenant à sa réélection, il propose pour les 5 années à venir une voie. Et celles et ceux qui se retrouvent viendront, celles et ceux que ça rebute, bien évidemment, ne voteront pas pour nous, même si derrière, on peut quand même faire un appel à un sursaut républicain. Mais aujourd'hui, je pense que 20 ans après l'élection de Jean-Marie Le Pen en 2002 au second tour, je pense que les gens, même personnellement, ils commencent à en avoir marre qu'on leur dise attention, on va faire le barrage, attention, on va faire le front républicain, attention, attention. Non, chacun dans son intimité en soi, qu'est-ce qu'il veut pour les 5 prochaines années pour notre pays ? Et l'élection, elle est devant. C'est une nouvelle élection qui se joue et chacun doit faire ses choix en responsabilité. Alors, comme on dit, en France, au premier tour, généralement, on vote pour le candidat favori. Au deuxième tour, on élimine celui qu'on n'aime pas. Très bien, Hassan Halaoui. C'est très clair ce que dit Mjid El Ghadra. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Oui, mais ce qui reste, c'est que finalement, les Français vont voter en conscience, comme d'habitude. Ils vont voir celui ou celle qui les arrange. Dans cette campagne, des sondages qui sortent, on dit que Marine Le Pen parle énormément de pouvoir d'achat, c'est la préoccupation première, selon le sondage, des Français. Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment des chances de réussir cette fois ? Je voudrais revenir à un point que Simjid a relevé. C'est que le président Macron a nettement, dégagé ou réfuté l'histoire du Front républicain. Parce que j'ai l'impression que Emmanuel Macron est en train de se réinventer pendant ces 15 jours. Il n'a pas eu le temps, évidemment, de faire sa campagne, mais il est quand même en train de faire, un miraculeux retour sur les choses, n'est-ce pas ? Et de se défendre comme il faut. Et donc, comme je dis encore, je répète, il se réinvente une politique, une autre stature, et rien n'est donné encore, effectivement, parce que les sondages, évidemment, sont méprisants, n'est-ce pas ? L'histoire qu'on lui ressort un petit peu dans le sillage, évidemment, du discours un peu méprisant aussi de Marine Le Pen par rapport au président de la République. Donc tout ça, ce n'est pas définitif, je pense, personnellement. Et ce qui va se passer, c'est que il y a un fait, c'est que Madame Le Pen s'est policier un petit peu, il s'est lissé, si vous voulez, dans sa nature, un petit peu dans ses comportements. Et l'astuce, évidemment, c'est qu'elle essaie de récupérer tout, le programme de ses adversaires. Alors, on le verra si on continue l'analyse, mais je voudrais être bref, c'est que sur le pouvoir d'achat, évidemment, elle n'est pas la première, parce que tout simplement, les éditorialistes ou tous ceux qui commentent cette élection en France, ou même en Europe ou ailleurs, mettent l'accent sur le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, ce n'est pas le privilège, ce n'est pas de Madame Le Pen. À preuve, c'est que ce matin, il y a eu une explication dans la radio
française la plus importante que je citerai évidemment, c'est France Télévisions et tout, de Macron, qui a rebondi sur toutes les choses du pouvoir d'achat, sur la retraite, sur tous les domaines, naturellement, que Mme Le Pen a essayé de récupérer. Donc, rien n'est moins sûr que, si vous voulez, que cette possibilité ou cette hypothèse que Mme Le Pen pourra évidemment franchir le cap pour être réélue. On a encore à peu près une semaine très 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 forte et intense où chaque moment, chaque minute compte pour l'un et pour l'autre, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va déterminer. Moi, je ne partirai pas sur l'hypothèse qu'elle est déjà gagnante. Elle peut, bien entendu, elle peut être gagnante. Donc, le président de la République a quand même rebondi ce matin dans une grande interview à France Info, n'est-ce pas? France Télévisions, et où il a quand même répondu du tac au tac sur tous les points par rapport au sujet, si vous voulez, dont elle a fait, elle, son cheval de bataille, à savoir la retraite, évidemment. Bien sûr, les gens ne comprennent pas cette espèce de schéma de 65 à 62 et entre deux, ou le régime plein, etc. Mais il a quand même rebondi sur ça et il a expliqué les choses nettement, n'est-ce pas? Donc, le cheval de bataille qu'elle a utilisé sur le pouvoir d'achat n'est plus exclusif. Ce n'est pas la panacée de Mme Le Pen. Le débat continue, bien entendu. L'apanage, le débat continue. Et les prochains jours mettront en évidence encore, si vous voulez, les contradictions entre l'une, c'est-à-dire Mme Le Pen, et l'autre, qui est le président de la République. Mais Mjid El-Grab, pour autant, vous êtes soutien d'Emmanuel Macron, mais vous ne pensez pas qu'il a été affaibli quand même par son entrée tardive en campagne? Quelque part, est-ce qu'il ne donne pas le sentiment, quelque part, de courir après, d'essayer de rattraper le temps perdu, si on peut s'exprimer ainsi? À la recherche du temps perdu. Non, ouais. Vous avez raison. Nous-mêmes, parlementaires de la majorité, etc., on est les premiers à avoir subi finalement cette entrée tardive dans la course. Et vous savez, quand il y a une compétition qui se joue sans le compétiteur que vous soutenez, c'est toujours frustrant. Et donc, on l'a vécu quand même en frustration. On n'a pas arrêté d'essayer de le dire, etc. Mais vous savez, le président de la République, il avait quand même une haute conscience du moment qu'on était en train de traverser. Président de la France jusqu'au bout, président de l'Europe pendant 6 mois. Et là, tout d'un coup, président de l'Europe avec une guerre à nos portes. Comment est-ce que vous auriez imaginé que les Français auraient pris l'irresponsabilité d'aller faire des marchés alors que Poutine est en train d'agresser l'Ukraine et qu'il est président de l'Europe. Donc là, aujourd'hui, le président a donné vraiment tout ce qu'il a pu pour essayer de rétablir les voies du dialogue entre les Russes et les Ukrainiens, a essayé vraiment de jouer de tout son poids. Mais effectivement, là, cette entrée tardive ne nous a pas aidés. Soyons honnêtes, ça ne nous a pas aidés. Et je pense que quand on va faire le débrief de l'élection, on en reparlera avec le président, avec ses équipes, etc. Mais je pense que ça n'a pas été une bonne chose pour tout le monde. Mais la force des choses étant, nous avons tous subi ça. Maintenant, il est dans la campagne. Et comme je vous disais, c'est une nouvelle élection. Vous avez vu tous les jours, dès lundi matin, était sur des marchés, sur des places publiques. Ça veut dire qu'il ne s'occupe plus de la guerre en Ukraine? Si, et voilà. Vous savez, le président de la République est quelqu'un qui dort très peu. Mais je peux vous assurer que, comment vous dire, quand on lui écrit, il nous répond très très tardivement. Donc, je vous assure que si, il travaille et il essaye d'allier finalement 4 journées en une. Mais voilà, ça c'est faisable 15 jours. Mais à mon avis, je pense qu'à partir du 25 avril, il va reprendre quand même, si il est élu bien évidemment, reprendra son rôle de président de la République avec celui de la présidence de l'Europe, en essayant de tout faire pour vraiment sortir l'Europe de cette catastrophe qui s'annonce à nos portes. Qui est pratiquement déjà là, effectivement. Hassan Adaoui, on revient un peu à
à sa concurrente, Marine Le Pen. On revient aussi en septembre. On se rappelle qu'en septembre, les sondages étaient clairs. Il y avait pratiquement une explosion d'Éric Zemmour dans les sondages. Il est arrivé de mémoire, je pense, jusqu'à 16-17%. Tout à fait. Et tout ce qu'il arrivait à prendre, eh bien, c'était au détriment de Marine Le Pen. Et puis, il y a eu cette remontada. Comment vous pouvez l'expliquer? Ben, écoutez, pour moi, c'est comme dans les courses d'athlétisme, vous voyez le champion qui est distancé, puis qui revient, remonte et dépasse l'autre. C'est un phénomène qui est le fait de toute élection intense et intensive. Et donc, pendant des mois, la France, du moins ce qu'on croyait être la France, se recherchait, n'est-ce pas? Zemmour est apparu. Zemmour comme une espèce de Deus ex machina, qui finalement, c'est un soufflet qui est tombé de lui-même pour en arriver à 7% à peine, n'est-ce pas? Mais le phénomène, c'est que M. Zemmour a rendu un fiefé service à Marine Le Pen, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, il a travaillé pour elle. Aujourd'hui, ses électeurs se sont retirés pour se porter sur Marine Le Pen, parce qu'il leur fallait à tout prix voter à droite. Et quand ils ont vu qu'il n'était pas sérieux, qu'en fait, il était plus prof ou journaliste que présidentiable, et ils se sont reportés sur et il n'y a pas eu de remontada maintenant de Zemmour, mais il y a eu une remontada encore, et ce n'est pas définitif. Oui, il y a eu une descentada de Zemmour. Ouais. Mais le phénomène aussi, c'est qu'elle ne veut pas de lui. À tout bout de champ, elle répète et elle redit encore à ses troupes qu'elle ne veut pas de Zemmour dans son entourage. Donc Zemmour, qui a voulu faire une alliance faustienne, diabolique, n'est-ce pas, ne verra jamais, si vous voulez, la lumière sous Madame sorte de feu de paille, quoi. Et donc il s'est essoufflé lui-même et il doit être absolument dans ses états d'âme tout seul. D'accord. Alors, la présidentielle n'est pas tout obligé après la présidentielle, il y a des législatives. Alors, comme on disait tout à l'heure, en début d'émission, il y a, encore une fois de mémoire, c'est la première fois que nous avons aussi peu de candidats avec autant de voix. Comment ça risque de se passer? Est-ce qu'il y aura les pôles? C'est pas très clair. C'est la majorité présidentielle, un peu de droite, un peu de gauche. C'est l'extrême droite. Je ne sais pas si on peut qualifier la France insoumise d'extrême gauche, mais enfin, c'est trois pôles. Comment ça pourrait se faire, d'après vous? Moi, encore une fois, je vous dis, l'arithmétique de premier tour n'est absolument pas vraie pour le second tour. Et donc, c'est une autre élection. Et moi, je connais beaucoup de personnes, notamment au Maroc, les Français du Maroc, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais qui, en vérité, auraient voté pour Emmanuel Macron au premier tour sans aucun problème. Mais ne voulant pas d'un second tour, justement, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, mais un vrai second tour gauche-droite et surtout pas la qualification de Marine Le Pen, beaucoup de personnes m'ont dit moi je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais sache qu'au second tour, de toute façon, quoi qu'il arrive, je voterai pour Emmanuel Macron. Le favori pour le premier et on élimine celui qu'on n'est pas pour le deuxième, c'est bien ça. Et parfois les stratégies électorales personnelles, etc. Donc tout ça est rebattu maintenant en brèche. On est sur une nouvelle élection. Vous avez deux personnes. Maintenant, juste pour répondre à la question précédente sur Éric Zemmour, etc. Moi, vous savez, il y a une chose qui est simple. Et quand on regarde toutes les dernières élections des 20 dernières années, tous les sondages de septembre se sont révélés faux. Rappelez-vous, en 2002, c'était Jospin le président de la République. En 2007, c'était Ségolène Royal la présidente de la République. En 2012, c'était DSK le président de la République. En 2017, c'était Alain Juppé le président de la République. Vous vous rappelez de toutes les séquences qui ont prévalu avant les élections. Donc, et aucun de ces sondages-là ne s'est avéré vrai. Et donc, même là, aujourd'hui, un sondage qui me dit 55-45, pour moi, ça ne veut rien dire. Et les marges d'erreur étant, et la campagne étant, tout ça peut complètement s'effondrer. Vous avez vu, quand Valérie Pécresse a commencé sa campagne, elle était à 20%. Aujourd'hui, elle a 3,5%, 4%. Vous voyez, Éric Zemmour, il attaque sa campagne en décembre dernier, il est à 19%.
Aujourd'hui, Oui. il finit à Donc 7%. c'est ce qui met en fait la grande incertitude sur cette élection législative présidentielle d'abord qui arrive le deuxième tour et législative parce que finalement personne n'en sait rien. Il peut y avoir n'importe quelle surprise. On en parlera en deuxième partie. Le temps file comme on le sait. Donc on est déjà au terme de la première partie. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie du débrief. On parlait dans la première partie de l'élection présidentielle en France, de l'entre-deux tours. Nous parlerons dans cette deuxième partie de la guerre en Ukraine avec l'Union européenne, avec la présidentielle française, bien entendu, en perspective. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Hassan Alaoui, directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique, et de Mjid Grab, député de la 9e circonscription des Français à l'étranger, zone Afrique francophone et Maghreb, majorité présidentielle à partir de Paris. Juste avant la pause, Mjid Grab, j'étais en train de vous dire que finalement, il y a une grosse incertitude parce que les sondages, je vous rejoins là-dedans, les sondages ont été démentis depuis 10 ans, depuis 15 ans. À chaque fois, comme vous l'avez rappelé, ça a été démenti. Mais là, c'est encore un peu plus inquiétant, non, entre guillemets, particulier dans le sens où, encore une fois, les sondages n'avaient pas prévu ces trois grands pôles. C'est-à-dire, il y a les plus de 20 et il y a les moins de 10. Et vous dites que finalement, on ne sait pas trop. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer en juin. C'est bien ça. Alors, je reviens vers vous, Hassan Alaoui. Si maintenant, c'est Marine Le Pen qui l'emporte, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait, sachant qu'il n'y a ni sondage ni rien du tout qui soit véritablement fiable, regrouper une majorité autour d'elle? Une majorité sous votre contrôle, Mjid, c'est quelque chose comme 280 personnes? Excusez-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu. La majorité absolue à l'Assemblée nationale en France, c'est 280, 270? Oui, ouais, c'est la moitié de 577. La Voilà. moitié, la moitié de 577, on fera le calcul. Donc, est-ce que vous pensez, Hassan Alaoui, que c'est possible pour Marine Le Pen est-ce que la France serait-elle gouvernable avec Marine Le Pen? Est-ce que c'est possible? Pour moi, les élections législatives, Et j'aimerais aussi avoir votre sentiment sur ça tout à l'heure, juste après, Mjid Grab. pour moi, les élections législatives, en l'occurrence en France, c'est toujours une deuxième élection présidentielle. Parce que c'est ça. Si on ne peut pas gouverner avec une majorité confortable, et si on remonte en loin dans l'histoire de France, jusqu'à Mendès France par exemple, des gens très élus, des présidents de conseil ou des présidents de la République qui n'avaient pas leur majorité complète, qui évidemment entrent dans un cycle assez compliqué. Et là, je pense que ça va être compliqué par rapport à Madame Le Pen. Déjà, ces détracteurs se mettent à tracer, je veux dire, à dessiner des scénarios qui sont catastrophiques, c'est-à-dire en fait des grèves, des démissions à tout bout de champ, le retrait de l'Union européenne parce qu'elle tient sa parole, évidemment, qu'elle va jusqu'au bout de ce qu'elle a dit. C'est très grave, c'est un retour, je veux dire, un recul en arrière très grave. Par exemple, elle va quitter l'OTAN, elle va quitter l'Union européenne, elle va quitter la politique agricole commune, elle va renoncer à l'euro, elle va se rapprocher. Non, elle ne parle plus de l'euro. Elle parle plus de l'euro, je pense. Elle ne parle plus d'euro, d'accord. Je retire. Mais toujours est-il qu'on prévoit ses adversaires ou même le citoyen moyen qui est conscient de la réalité, de la fragilité un petit peu institutionnelle qui va naître ou renaître de cette élection au lendemain de cette élection, c'est quand même assez grave. Donc, je crois que ça va être extrêmement difficile, très, très, très dur pour la France et pour l'Europe et au-delà, pour les amis de la France, voire même pour les États-Unis. On a vu la déclaration de Biden qui ne souhaite pas du tout la victoire de Mme Le Pen. Et donc, ça va être compliqué. Le premier partenaire économique et historique de la France. Et évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. On risque un isolement, n'est-ce pas, de la France qui n'est pas du tout aujourd'hui souhaitable. Et votre sentiment, Mjid Grab, autour de ça, est-ce que vous pensez que je suis quand même cette élection du verbe suivre, bien entendu, et je n'ai pas entendu cet argument. Comment ça va se passer après? Si les Français disent, par exemple, OK à Marine Le Pen, après ça risque d'être le chaos, CHAOS, bien entendu, parce qu'il risque de ne pas y avoir de majorité. Je ne sais pas, je parle sous votre contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez? Deux dangers. D'abord, même si elle était élue, elle n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale, et comme vient de le dire
Monsieur Alaoui, élire un président sans majorité, c'est élire quelqu'un d'incompétent pendant 5 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui va inaugurer des chrysanthèmes et puis qui Une forme prendra... de cohabitation finalement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, clairement, comment dire, la majorité des Français, si parfois ils peuvent voter comme ça de manière un peu éruptive, il y a un rapport de force sur le terrain au niveau des législatives qui fait que c'est plus compliqué. Il y a ce qu'on appelle des circonscriptions plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt centristes, etc. Donc, à mon avis, on ne retrouvera pas cela là-bas. Donc, on part pour 5 ans de blocage. Donc déjà, premier blocage, blocage institutionnel. Deuxième blocage, celui qu'a décrit là aussi M. Alaoui, en disant très simplement, vous voyez que tous nos partenaires, tous nos accords internationaux, tout ce qui fait aujourd'hui que la France est forte, c'est-à-dire l'Europe, et la question de l'Europe, c'est le sujet fondamental qui fait aujourd'hui, disons, la distinction entre le programme du président de la République Emmanuel Macron et le programme de Madame Le Pen. Donc, il y a une réalité forte qui fait qu'aujourd'hui, ce sera un deuxième blocage, le blocage international avec l'isolement très bien décrit. On a donc aujourd'hui ces deux dangers-là qui nous guettent si demain il y avait élection. Et effectivement, ayez en tout cas la conviction que nos compatriotes, que les Françaises et Français qui sont en métropole et les Françaises et Français de l'étranger ne veulent absolument pas que l'image de la France soit ternie par l'élection de cette dame. Maintenant, ce vote est là, de premier tour, le vote de Zemmour, le vote de... Donc nous, on dit simplement à nos concitoyens, attention, là aussi, il n'y a pas d'arithmétique, il faut aller se mobiliser et puis le 24 avril, même s'il fait beau, même si c'est les vacances, etc., prenez 1 heure et allez voter parce que c'est un devoir civique pour vous, mais surtout pour nous tous, pour la France et pour la place de la France dans le monde. Oui, c'est vrai que la question de l'abstention se pose puisque cette élection présidentielle, enfin le premier tour, est celui qui a été le plus boudé, entre guillemets, par les Français en dehors du scrutin du premier tour de 2002. Une dernière précision. Oui, moi, j'ajouterais tout simplement que le fait qu'elle se soit décomplexée, banalisée, Madame Martine Le Pen, elle reste quand même sur un programme qui est résolument, extrémiste, n'est-ce pas? Parce oui, c'est l'extrême droite. On n'a pas parlé évidemment de son programme qui est celui de ce qu'elle appelle le grand remplacement, et vous le connaissez, qui est une tendance. Ça, c'est pas elle, ça, c'est plutôt Zemmour. Oui, mais je veux dire, elle est quand même dedans aussi. Hein. C'est pas, elle le dit pas peut-être, mais c'est quand même sur l'immigration et tout, on verra pas autre chose. Et si jamais, si qu'on puisse croire que les électeurs rejetteront Macron, ce ne sera qu'un vote, et c'est ça qui est dommage, sanction finalement. Parce que tout ce qu'on lui reproche à Macron, c'est finalement, soi-disant, son comportement pour les riches, soi-disant, son rejet, je veux dire, des couches populaires, et tout. Alors que, finalement, plus populiste que Madame Le Pen, il n'y a pas, exactement. Vous voyez ? On verra bien. Alors, tout ça se passe sur fond de guerre en Ukraine. Nous en sommes à pas loin de 2 mois, des ravages, des morts, des destructions. Dernièrement, les Russes se sont retirés du nord et de l'ouest de l'Ukraine pour se concentrer sur la région est, la région du Donbass. Et bien entendu, une bataille toujours aussi féroce, toujours aussi meurtrière à Mariupol, avec toujours autant de son cortège de crimes, son cortège de morts, son cortège de... Et M. Delgarda, vous avez été, donc, vous êtes élu depuis 2017, vous avez été membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut parler d'un état d'alerte des armées européennes, membres de l'OTAN pour leur majorité? Et quels sont les rapports de force? Comment ça se passe au niveau fourniture d'armes? Il y a 2 jours, on a entendu que les Français, quand même, qui étaient discrets jusque-là, avaient donné pas mal de choses. Donc, comment ça se passe? On a, en tout cas, le président de la République a vraiment œuvré du maximum de ce qu'il a pu pour essayer de rétablir
d'établir le dialogue et d'aller vers la paix. Vous savez que chaque année, le président de la République, en novembre, fait la conférence internationale pour la paix à Paris, etc. etc. C'est vraiment son mantra, quelque chose qu'il a porté intimement. Et là, on est confronté à cette guerre à nos portes. Et effectivement, dans le rapport de force, on le voit assez clairement. D'ailleurs, quand on fait un comparatif des budgets, et nous, à la Défense, on faisait ça, on voit que la Russie d'aujourd'hui, c'est pas l'URSS d'hier. Elle est beaucoup moins puissante que l'URSS d'hier. On voit que les budgets militaires des pays européens sont 4 fois et demi supérieurs au budget militaire de la Russie en 2020. On voit que le budget militaire des États-Unis est 16 fois supérieur à celui de la Russie. Donc vous avez quand même un Occident qui est quand même puissant et qui est fort, mais qui ne veut pas de confrontation directe et qui essaye de trouver les voies d'une solution négociée, pacifique et d'un retour vers la paix. Maintenant, c'est vrai que la Russie se sent agressée par l'OTAN, on voit que la réaction disproportionnée des Russes est une réaction aussi face à une forme d'humiliation qui a commencé à la fin au début du chute de Berlin, la chute du mur de Berlin, pardon, l'effondrement de l'URSS. Et donc, on voit que quand même, il y a une sorte de réaction un peu, un miasme de cette grandeur de la Russie. Et donc, on ne peut pas humilier des années et des années une grande nation sans avoir ce type de réaction. Donc, il faut que, je pense, dans le cadre de ce qu'essaie de faire le président de la République, qu'on retrouve des voies d'apaisement, du dialogue, etc. Et la réaction de tous les pays africains dans le conflit, c'est-à-dire une forme de neutralité, de recul, dont le Maroc, de recul, de neutralité, je pense que c'est une bonne position. C'est une bonne position parce que ça permet justement de donner de la consistance à la diplomatie africaine. Ça permet de donner d'avoir une sorte de regard objectif et de pas être de donner l'impression qu'on est vendu aux uns et aux autres. Et donc finalement, dans cette affaire, l'Afrique a un bon comportement, même si elle subit de plein fouet la crise avec les problèmes d'approvisionnement, etc., etc. Mais on a là un conflit qui est en train de se généraliser et vous l'avez dit, très inquiétant. Oui, il est en train de se généraliser, approvisionnement énergétique, mais surtout alimentaire. Le président Macron avait parlé il y a quelque temps avec Madame von der Leyen de crise alimentaire en Europe et en Afrique plus tard. Donc quand on commence de parler de crise d'approvisionnement de denrées alimentaires en Europe, c'est que véritablement on peut dire que ça craint. Hassan Alaoui, au niveau de l'Union européenne, comment vous voyez les choses? Alors il y a déjà un début de fissuration du front européen. Il y avait une majorité, il y avait une unanimité. Là maintenant on voit Orban. C'est vrai qu'après les élections, il a un peu changé. Donc, il passe au rouble. On voit les Allemands qui se réarment. On voit des dissensions sur le gaz, comme par exemple pour l'Allemagne, qui en est dépendante à 55%. Cette question du réarmement allemand avec 100 milliards d'euros mis dans le court terme et 2% du PIB par an. 2% du PIB par an, c'est à peu près 70 milliards, c'est-à-dire un peu moins que 2 fois le budget mis par la France. Ouais. Comment vous voyez cette Union européenne dans les années qui viennent, dans les 2-3 prochaines années qui viennent? Moi, je vais dire une chose. Autant les Européens ou les Occidentaux étaient inconscients un petit peu du processus, si vous voulez, politique et diplomatique qui a marqué les 2 dernières décennies, autant aujourd'hui, face à la crise brutale qui les a pris de court, n'est-ce pas, ils sont encore plus désunis que jamais. Je parle de ces Européens. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu le démantèlement ou l'effondrement, je veux dire, de l'Union soviétique, évidemment, personne n'a pris conscience qu'on était, je veux dire, en train de faire quand même un mal viscéral à la Russie, avec tout un processus d'humiliation et tout, puis on est venu, je veux dire, s'instruire, je veux dire, d'une philosophie bizarre qui est de mettre l'OTAN au cœur de l'Empire, c'est-à-dire
dans ces pays que la Oui, il Russie n'avait peut-être appelle... pas besoin de s'élargir vers l'Est, de mettre les pays baltes, la Pologne, peut-être pas. Les amis proches ou les amis pas lointains, etc. Vous connaissez cette histoire. Donc, pour moi, la solution de l'Union européenne, il faut et des Occidentaux, il faut qu'on prenne d'abord, à la limite qu'ils s'excusent de cette humiliation qu'ils ont faite à la Russie, n'est-ce pas? Essayer de comprendre que, évidemment, l'histoire d'intégrer un pays comme l'Ukraine, qui est l'âme de la Russie, dans l'OTAN, ce n'est pas possible. Ensuite... c'est vrai qu'avant de parler de la Russie moscovite, on parlait de la Russie kiéviste. Mais bien sûr. Maintenant, à partir de demain, il y a un déplacement, si vous voulez, de l'offensive. Il n'y a plus Mariupol, quelque chose. Maintenant, il y a Kiev. On va aller vers Kiev. Donc, il faudrait, à mon avis, organiser un cessez-le-feu. C'est tout de suite la solution. La première solution, organiser un cessez-le-feu sur la base, je veux dire, de respect à la fois de la Russie, bien sûr, et de l'Ukraine et des pays baltes. Ensuite, après j'allais dire le cessez-le-feu, il faut arriver à ce point nodal, si vous voulez, du conflit, qui est une proclamation solennelle de la neutralité de l'Ukraine. Tant que l'Ukraine n'a pas été proclamée pays neutre comme l'Autriche ou la Finlande, ce n'est pas possible. Il se présentera toujours comme un danger aux portes de la Russie. Troisième chose, évidemment, il faut organiser une conférence européenne, l'organisation vous savez, sur la sécurité, tout ça. Et plus tard, au niveau des Nations Unies, une conférence internationale. Vous savez, ça y est, on est arrivé au bout aujourd'hui parce qu'il n'y a plus aucune issue. Et de toute manière, en tout état de cause, on voit que l'Union européenne ne peut rien. L'Allemagne s'arme. Pourquoi? Parce que plus tard, on va quand même négocier. On va associer tous ces pays à un traité antinucléaire, parce qu'ils existent là, les SALT 1, les SALT 2 et tout ça. Donc, il faut arriver à ça. Hein, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, aujourd'hui, l'urgence, la nécessité, l'impératif, c'est ça. C'est ces 3 points. Cessez-le-feu, n'est-ce pas, neutralité de Kiev, et surtout, conférence internationale ou conférence de l'Organisation de la sécurité en Europe sur le processus de paix. Ce que vous dites, Hassan Alaoui, incarne et respire la sagesse même. Seulement, le problème, malheureusement, c'est qu'on ne s'y achemine pas, vu qu'on est en train de... Il y a eu la Finlande et la Suède, on a commencé à parler de l'OTAN. Réaction de la Russie, attention, il y aura une conséquence. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui parle encore de l'Union européenne. Les Européens qui ne lui tendent pas la sourde oreille. Alors, Abjid Garra, vous êtes... je vous l'ai dit et je le redis, vous êtes député des Français du Maghreb, d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, donc vous êtes souvent dans cette région. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure sur le vote, sur cette distance mise par les pays africains, une grande majorité des pays africains, dont le Maroc a pris une position très claire sur cette guerre et sur les condamnations de la Russie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que les Africains considèrent, et le monde, mais les Africains, puisque vous êtes représentant des Français d'ici, considèrent que cette guerre comme une guerre européenne et que finalement Poutine et la Russie n'est pas le grand méchant qu'on présente dans les médias européens. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là clairement? Non, moi je pense que d'abord, il y a aussi un changement de paradigme à avoir. L'Afrique se cherche elle-même une forme aussi de diplomatie qui soit une diplomatie africaine. Et on voit que le vote du Maroc, qui a été suivi par de nombreux pays africains, qui traditionnellement votent comme ce que la France et d'autres pays leur entre guillemets, demande de faire. Mais quand je dis demande, c'est respectueux. C'est simplement un ambassadeur français qui se déplace chez un président de la République en expliquant sur telle résolution, sur tel conflit, sur voilà la position de la France, à vous de réfléchir à ce que vous voulez faire, mais voilà, etc. Donc, toute cette diplomatie-là aujourd'hui, on voit que tout ça change, ça bouge, et on voit qu'il y a une forme aussi de volonté d'indépendance africaine. Et la seule manière d'être indépendant, c'est de montrer qu'on est réellement indépendant à l'égard des Occidentaux, à l'égard des Russes, etc. Donc, moi, je trouve que d'avoir permis ce vote-là, qui finalement est quasiment une forme de cohérence au niveau africain, on voit que aujourd'hui, les Africains, si les Africains ont une voix commune et qu'ils ont une position commune, ça compte, ça a du poids. Alors qu'avant,
on imaginait souvent que les plus grandes puissances occidentales donnaient un peu des instructions aux pays africains et leur demandaient de voter pour tel en échange de tel financement, etc. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie diplomatie africaine et que chacun regarde aussi ses propres intérêts. Et aujourd'hui, l'intérêt de l'Afrique, c'est pas de se mettre la Russie à dos et donc donner le sentiment qu'elle est totalement derrière l'Union européenne, même si on voit que, et M. Alaoui l'a dit, au sein de l'Union européenne, la seule chose qu'on a appris finalement de cette guerre, c'est qu'il y avait enfin une diplomatie européenne, incarnée par le président de la République Emmanuel Macron, c'est-à-dire une position unique, totale de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Donc, c'est une bonne chose. Nous, les Africains, on s'avance aussi vers ça, vers cette forme de cohérence, même si ça va prendre encore beaucoup de temps, je pense. Alors, je reste avec vous pour peut-être l'une des dernières questions, Mjid El-Ghareb. Dans cette guerre, on a beaucoup parlé de l'Europe, forcément, on a beaucoup parlé de la Russie, on a parlé de l'Ukraine, on a parlé de la France, forcément, mais on n'a pas assez parlé du président américain, de l'oncle Sam des États-Unis, qui semble être dans une position assez particulière, dans le sens où on pousse, mais on est loin quand même. Le risque, c'est clair que Joe Biden, et ça a été dit clairement par le directeur de la CIA et par ses collaborateurs, veut éviter une troisième guerre mondiale, veut éviter l'usage des armes nucléaires, mais il n'y a pas un jeu qui consiste à affaiblir aussi bien l'Union européenne que la Russie et s'en sortir gagnant et faire face après à la Chine, tranquillement. Vous avez, comment dire, une pensée trop compliquée pour moi. Non, vous savez, la géopolitique, c'est très compliqué, Mjid Ghareb. J'ai fait de l'ironie et vous avez absolument raison. Il y a un moment où si on veut parler d'Europe puissance et qu'on veut parler d'Europe indépendante aussi, il faut qu'on réussisse à se départir un petit peu de tout ce qui fait aujourd'hui vecteur de la puissance américaine. Et effectivement, au niveau occidental, on voit qu'il peut y avoir des divergences. Au niveau européen, il y a une vraie cohérence avec une vraie solidarité, un positionnement commun, une action diplomatique commune, avec des sanctions économiques communes, coordonnées, fortes, qui sont un fil rouge, avec à terme, on le sent, une volonté réelle d'aller vers d'aller réellement vers une Europe de la défense. Et donc, moi, je suis aujourd'hui convaincu que l'avenir de la France, de l'Europe, il se fera avec une vraie indépendance à l'égard de, comme vous l'avez appelé, l'oncle Sam, plutôt que de tous s'engouffrer dans l'OTAN et derrière les États-Unis. Non, permettez-moi, on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine. L'Ukraine est abandonnée à elle-même. Donc, il faut qu'on soit conscient aussi de cela. Non, au-delà de ça, Mjid Ghareb, je vais m'engouffrer, pour reprendre votre terme, dans votre logique. Alors, on parle de crimes de guerre, de crimes contre... Mais quelque part, on dit aussi à qui profite le crime. Mais pour sortir de la dépendance du gaz russe, on parle de beaucoup du GNL américain, on parle de 50 milliards de mètres cubes d'ici à la fin de l'année, de remplacer à terme en grande partie le gaz russe. Les stocks militaires européens sont pratiquement épuisés et donc il y a des ventes d'armes américaines. Je reprends ma question sans que ce soit vraiment compliqué, mais en appuyant un peu dessus. Non. Moi, comment dirais-je, je ne suis pas jusque-là. Moi, ce que je regarde simplement, c'est que l'agresseur, malgré tout, ça reste les Russes. Et donc, imputer l'agression de l'Ukraine aux États-Unis. Ah non, j'impute rien. Non, je n'impute rien. Je dis simplement à qui ça profite, quoi. Un ricochet ou quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, nous, on a du gaz de l'autre côté de la Méditerranée qui nous tend les bras. On a du phosphate qui nous tend les bras, on a de l'hydrogène qui nous tend les bras, on a des immensités désertiques où on peut mettre en place des panneaux solaires et électrifier l'Europe et l'Afrique sans aucun souci, qui est là à notre disposition. Honnêtement, comment dire, avoir une pensée trop complexe et imaginer qu'on va faire du gaz de schiste avec les Américains, etc., faire des tuyaux, je pense que c'est beaucoup plus, pour le coup, beaucoup plus stratégique que ce que je peux imaginer. Mais c'est vrai que, bon, après, les stratèges de chacun des pays font leurs calculs et tirent leurs plans sur les comètes. Mais moi, je crois que vraiment,
là, le tort, il est clair, net et précis. C'est le premier qui tire qui a tort. Et le premier qui a tiré, c'est la Russie. Donc aujourd'hui, on doit tous être solidaires de l'Ukraine. On est tous derrière l'Europe. Et finalement, ça rejoint la position américaine. Donc voilà. Je reste sur ce que vous avez dit pour la dernière question à vous, Hassan Alaoui. Vous avez parlé, Mjid El Grab, de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, vous êtes en France, on est au Maroc. Donc de ce côté-ci de la Méditerranée, il y a du gaz et du phosphate, il y a de l'énergie solaire, il y a beaucoup de ressources. Est-ce que vous ne pensez pas, Hassan Alaoui, pour conclure, que l'Union européenne, avec cette guerre qui se passe dans son flanc nord ou nord-est, ne devrait pas quand même s'activer, aller plus vite, plus haut, plus fort, plus loin, pour régler les dissensions qu'il y a au niveau du Maghreb et la question du Sahara, pour en parler clairement? Oui. Je rappelle quand même rapidement, l'historique, c'est que, donc, après les États-Unis, qui ont reconnu la marocanité du Sahara, l'Espagne qui vient de le reconnaître aussi, l'Allemagne qui l'a fait aussi, la France malgré tout qui, au cours du vote du Conseil de sécurité, soutient le Maroc, n'est-ce pas? Et beaucoup d'autres pays, je dirais aussi les pays du Visegrad, comme on dit, qui sont pour la solution politique négociée. Aujourd'hui, il faut parvenir, il faut espérer que la France, bientôt, déclarera un petit peu son soutien à cette initiative de reconnaissance, n'est-ce pas? Et on ne désespère pas qu'un jour, évidemment, l'Europe suive. Et je crois que c'est en route. Après l'Espagne, s'il y a la France, effectivement, l'Europe, l'Allemagne est là, la Hongrie et les 4 pays du Visegrad, comme je dis, et tous les autres, ils suivent, en l'occurrence. Hein. Oui, vous voulez m'arrêter? Non, je voudrais simplement, parce que le temps nous presse, et donc, la dernière réaction, en 3 secondes, si vous voulez, Hassan Alaoui, oui. Et après autant de secondes pour Mjid Grab sur ce point-là. D'accord. Et de toute manière, il n'y a pas d'autre solution que la solution politique. La solution politique, elle consiste justement à cette reconnaissance massive qui doit être, je veux dire, la plus proche possible. Et on ne désespère pas, avec n'importe quelle majorité en France, en l'occurrence. Mjid Grab, un dernier mot sur ça, en quelques secondes. Sur cette question, je suis convaincu qu'on va encore faire bouger la France, sachant que depuis 2007, la France a la même position sur le soutien au plan d'autonomie marocain. Et donc, c'est une forme de reconnaissance de fait de la souveraineté marocaine. On peut le voir aussi comme ça. Et sachant que quand vous dites que l'Espagne reconnaît plus que la France, pour le coup, là, je m'inscris un peu en faux. Non, c'est pas ce qui a été dit, Mjid Grab, c'est pas ce qui a été dit. Voilà, l'Espagne a avancé. L'Espagne, c'est copier-coller de la position de la France. C'est-à-dire que, au mot près, on a la même position que celle que la France a adoptée depuis 2007 sans jamais varier. Très bien. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous avez raison, il faut faire avancer, il faut faire bouger, mais on va y arriver peu à peu, sachant qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance de fait. Très bien. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous, Hassan Alaoui. Merci à vous, Mjid El Grab, à partir de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.